I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous. Le Maroc ne fait pas encore partie des pays émergents et est encore loin d'être au stade des pays développés. C'est l'un des rappels de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui vient de rendre public son premier volume du rapport sur l'examen multidimensionnel du Maroc. Résultat, pas de surprise, l'économie nationale est encore trop fragile, trop volatile. L'OCDE estime que le Maroc devrait se concentrer sur ses compétences, tiens donc sa compétitivité et la cohérence des politiques publiques. Alors quels sont les mots de l'économie nationale, les mots et les points forts? Quelles leçons retenir? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Youssef Garaoui Fidélite avec nous ce matin également, bonjour. Bonjour. Bienvenue, première participation dans les décodeurs atlantiques. Vous êtes le secrétaire général du Centre marocain de la gouvernance et du management. En deuxième partie, nous verrons avec vous et nous parlerons des GAFA. Google, Apple, Facebook et Amazon seront-ils bientôt vos banques si des opérateurs télécoms franchissent le pas déjà à l'international, et cela ne devrait pas tarder au Maroc? Le débarquement des GAFA a déjà commencé aux États-Unis. Amazon, le géant de l'e-commerce, a accordé plus de 3 milliards de dollars de prêts à certaines petites entreprises, dont 1 milliard rien qu'en 2016. Il concurrence déjà PayPal, Square et les banques. Alors les GAFA vont-ils remplacer à terme les banques et faut-il s'inquiéter? On en parlera en deuxième partie à partir de 9h45. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission ou bien via Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. C'est un nouveau rapport, celui de l'OCDE, qui vient de sortir et qui pointe du doigt de nombreux points faibles, de nombreux maux de l'économie marocaine. Un rapport qui tombe un peu plus de 2 mois après celui de la Banque mondiale, qui parlait notamment des compétences, du manque de compétences et des synergies au sein des organismes et des ministères publics pour faire émerger justement l'économie nationale. On parle du rapport de l'OCDE ce matin, plusieurs points faibles, peut-être les 2 points faibles principaux qui ont été soulignés par l'OCDE, Youssef Garaoui, c'est la corruption, le secteur informel. Là, il n'y a pas de surprise véritablement. Oui, effectivement. Donc, je rebondirai rapidement sur la méthodologie de travail de l'OCDE. Oui. Donc, l'OCDE, en général, la collecte de données, elle est faite auprès du Haut Commissariat au Plan, le HCP, éventuellement la Banque centrale, donc Banque de Maghreb, et le ministère de la Santé. Donc, ça, c'est par rapport aux données qui émanent, je dirais, d'institutions nationales. Par rapport aux données internationales, donc, il y a des données qui sont collectées de l'UNESCO, éventuellement de la Banque mondiale, de Transparency internationale, pour tout ce qui concerne transparence, intégrité, climat des affaires. Et corruption. Effectivement, tout à fait. Donc voilà, en fait, sincèrement, donc selon moi, donc le rapport, donc je m'y attendais. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements par rapport, je dirais, à la croissance économique au niveau de notre pays. Donc je pense que donc nous avons la stabilité macroéconomique, mais il y a un problème au niveau de la dynamique, il y a un problème au niveau du développement. Donc le rapport multidimensionnel de l'OCDE, il revient sur un certain nombre de points clés. Donc éventuellement la dépendance de l'économie marocaine du secteur agricole. Donc on est dépendant, je dirais, des conditions météorologiques et des changements climatiques. Et donc il y a la faible croissance qui est liée au secteur manufacturier. Donc tout ce qui est croissance industrielle. Il y a le développement des services. Donc, il y a, je dirais, donc nous ne suivons pas la bonne croissance au niveau de développement de tout ce qui est service, et c'est dû éventuellement au facteur humain. Donc, le manque de compétences, il va falloir beaucoup plus former des ressources humaines. Donc, je dirais que il y a aussi un point, je dirais, qui est assez important, c'est la cohérence des politiques publiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'action publique, nous ne sommes pas sur de l'efficacité. Il y a une faiblesse au niveau de la performance publique, et je dirais que c'est dû principalement à 2 facteurs. Donc, le manque de synchronisation et le manque de coordination interministérielle entre institutions publiques. Et donc, ce point de cohérence des politiques publiques, donc c'est un point, je dirais, c'est une remarque qui est récurrente et qui a été faite par plusieurs institutions internationales. Moi, je dirais qu'il ne faut pas penser à faire un super ministère, il faut penser carrément à faire des mécanismes de cohérence entre l'ensemble de nos politiques publiques, ce que j'appelle personnellement le croisement des réformes. Et on va en parler bien évidemment tout à l'heure, à s'arrêter sur ce point important que la Banque mondiale avait notamment développé il y a 2 mois dans son rapport. Amine Diori, bon là on a vu un petit peu tout ce qui est point noir, on va dire
dire, verre à moitié vide. Oui. On peut regarder l'autre partie du verre également, parce qu'il y a des points quand même forts de la part du Maroc qui sont rappelés, notamment la réduction du déficit de manière continue. Oui, effectivement. Bien sûr, notre dernier gouvernement a fait en sorte de bien maîtriser les grandes contraintes budgétaires et macroéconomiques du pays. Ça a été très bien maîtrisé. On a aussi d'autres points forts. Il ne faut pas oublier, surtout d'un point de vue industriel, les plans d'accélération qui a été mis en place, qui a permis l'émergence de quelques secteurs clés comme que sont aujourd'hui l'aéronautique, l'automobile. Donc ça aussi, il faut quand même le souligner. C'est aujourd'hui ce qui permet, ce qui draine les IDE vers le Maroc. Alors évidemment, on pourrait faire mieux, on pourrait aller davantage essayer d'accélérer ces IDE, mais pour l'instant, effectivement, cette politique a porté ses fruits. Un de nos ministres a rappelé très justement que à l'époque où Renault voulait s'implanter au Maroc, si on les avait, on parle aussi de la problématique de l'intégration aujourd'hui locale. Ce ministre rappelait que si à l'époque où Renault s'était installé au Maroc, on avait fixé une barre au niveau de l'intégration, on leur avait dit oui, il faut 30%, 40% d'intégration au bout de 2, 3 ans ou 5 ans, jamais Renault ne se serait installé. Donc beaucoup de bonnes choses qui ont été faites à ce niveau-là, et aujourd'hui on peut dire que la politique industrielle est une réussite aujourd'hui au Maroc. Qu'est-ce qui vous choque, vous, le plus dans ce rapport à Midjouri ? Pareil, il n'y a rien qui me choque en fait. Il n'y a rien qui me choque. Parce qu'on disait pas de surprise pour l'instant. Sans surprise, exactement. Ça reprend exactement les mêmes conclusions que les autres rapports qui ont été publiés. On part d'un constat simple. Aujourd'hui, ce rapport nous dit que pour devenir un pays émergent, au sens propre du terme, il faudrait dépasser les 7% de croissance. Cette année, on atteindra 4%, grand maximum selon le HCP, et l'année prochaine, le taux de croissance devrait diminuer encore vers les 3%, selon le niveau de pluviométrie. Ouais. Certains parlent de peut-être 5%, 3-5%, on verra. En tout cas, on est loin des 7%. Mais voilà, quand même, pour retrouver les fameux 7%. Exactement, mais voilà, on touche déjà la problématique, c'est-à-dire qu'il y a un problème de structure de la croissance. Notre croissance dépend en grande partie du niveau de pluviométrie. D'ailleurs, un simple graphe qui était sorti dans l'Économiste il y a quelques semaines montrait l'évolution entre le niveau de pluie et le taux de croissance du PIB, et les deux courbes étaient vraiment complètement parallèles. Donc voilà, ça c'est la problématique. Maintenant, comment on fait, c'est une autre question. Un taux de croissance volatile et puis une dépendance donc à la pluie, malheureusement, qui s'est bizarrement accrue ces quelques 5-6 dernières années, alors qu'au début des années 2000, on avait quand même entamé un vaste chantier où la dépendance à la pluie commençait à diminuer, commençait à montrer ses limites. Aujourd'hui, donc, c'est un problème principalement de convergence des politiques publiques, de compétences, de ressources humaines, auxquelles il faut s'attaquer. Moi, je dirais que si on veut un petit peu survoler l'ensemble des dysfonctionnements liés à notre économie marocaine, je vais aller par secteur. Donc, si on veut regarder, observer de près le secteur de l'agriculture, donc on voit que déjà il y a un problème de déséquilibre par rapport à tout ce qui est importation, exportation agricole. Donc, si on a une bonne campagne agricole, donc nos exportations, donc elles ne dépassent pas les 25 milliards de dirhams par an. Et si on veut voir les importations, donc les importations, ça peut aller jusqu'à 50 milliards de dirhams. D'accord. Donc il y a un problème déjà au niveau de la maximisation de la production agricole, de l'optimisation même de la production agricole. Il y a le volet formation, sensibilisation des agriculteurs qui est extrêmement important face au changement climatique. Donc il y a le point environnemental qui est important, sachant que même l'agriculture, elle est au cœur des préoccupations du développement durable. Donc ça, c'est par rapport au premier secteur. Par rapport au deuxième secteur des industries, et donc dans le secteur des industries, donc on a réalisé au Maroc qu'on est passé du plan émergence vers l'accélération industrielle. Donc il faut pas nier donc les bonnes retombées, je dirais, de l'offshoring avec l'installation de plusieurs multinationales dans des zones d'offshore. Ils ont même bénéficié de dépenses fiscales. Donc c'est des exonérations, des avantages pour des incentives beaucoup plus pour le recrutement. Et puis de nouvelles installations et de nouvelles annonces de géants mondiaux, effectivement, Bombardier, PSA. Tout à fait, mais le problème reste, c'est le facteur humain, la formation des ressources humaines qualifiées pour faire une meilleure croissance au niveau du secteur industriel et même au niveau du secteur des services. Parce que ce qui se passe, pardon, je vais y arriver, c'est que finalement ces entreprises qui s'installent, parfois internationales, au Maroc, ont du mal à trouver des compétences, des ressources humaines qualifiées. Tout à fait. Et donc là, je reviens à une question très importante par rapport à tout ce qui est aéronautique, par rapport à tout ce qui est industrie automobile. Donc nous avons de la main d'œuvre, donc ils viennent chez nous, ils s'installent. Il y a les ouvriers marocains, mais le problème, on veut un transfert
transfert de compétences. Donc il faut qu'il y ait aussi de l'ingénierie par rapport à ces industries pour qu'on soit beaucoup plus sur de la recherche et de l'innovation. Nous ne voulons pas être seulement des ouvriers, mais il faut carrément s'approprier les métiers. Et c'est un point extrêmement important qui est lié au secteur industriel. J'arrive au secteur des services et donc déjà donc les déficits structurels du Maroc sont là. Quand on voit le déficit de la balance commerciale, le déficit du compte courant. Et donc, il y a un problème par rapport à, je dirais, à l'équilibre entre tout ce qui est importation, exportation. Il y a un facteur extrêmement important, c'est l'explosion démographique au Maroc. Donc, si on essaie d'observer actuellement l'espérance de vie, on est passé de 45 ans à 74 ans. C'est dû au progrès réalisé en médecine, mais alerte parce que la population active, donc, elle ne cesse d'augmenter. Donc, le taux de chômage des jeunes entre 15 et 25 ans, il est aujourd'hui de 20%. C'est-à-dire le 1/5 de nos jeunes sont au chômage. Et donc, il y a cette vulnérabilité de l'emploi, effectivement, qui est extrêmement importante. Oui. Juste une petite précision, par rapport au secteur informel. Et c'est un point qui est extrêmement important pour une meilleure consolidation du PIB, pour une meilleure intégration de notre économie. Il va falloir penser sérieusement à l'intégration du secteur informel. Et je reviendrai après. Responsable PME chez InfoRisque. Je suis complètement d'accord avec ces points. Je relativiserai le poids de l'explosion démographique, parce que certes, effectivement, il y a un allongement de la durée de vie, mais il y a aussi une autre donnée qui est importante, c'est que le taux de natalité a fortement diminué. Aujourd'hui, le taux de natalité au Maroc s'aligne plutôt sur les pays occidentaux, entre guillemets. On est loin des 7 à 8 enfants. Voilà, exactement. C'est ça que je veux dire. Donc, effectivement, ce point est à relativiser. Maintenant, il y a un autre point qui touche effectivement, et que si Youssef a bien évoqué, c'est le cas de l'adéquation entre les besoins des entreprises et la formation. Je citerai l'exemple de PSA à Kenitra, qui va bientôt ouvrir ses portes, enfin d'ici un an. Et pendant ce temps, il y a un fort besoin de formation de cadres qui sont en train d'être formés auprès des universités de Kenitra, justement, pour pouvoir apporter des cadres moyens, des cadres intermédiaires qui pourront faire fonctionner la machine une fois qu'elle sera lancée. Donc ça, c'est un vrai problème. Si on remonte plus en amont, il y a aussi plus globalement un problème d'enseignement. Quand on pense que on se compare souvent avec la Corée, des pays comme, on voudrait être à la Corée du Sud. La Corée du Sud, la première chose qu'elle a commencé par faire il y a près de 50 ans, c'était de commencer par former sa population. Je rappelle que au Maroc, près de 60% de la population active n'a pas de diplôme. C'est quand même une donnée importante à rappeler. Et parfois, ceux qui ont beaucoup de diplômes trouvent Exactement. Oui. Et paradoxalement, ceux qui ont beaucoup de diplômes, le taux de chômage des très diplômés dépasse les 20%. Donc voilà, on a cette problématique-là. Autre chose, évidemment, vous avez cité l'importance de la corruption. C'est évident, le rapport de l'OCDE, cite la libre entreprise, la libre concurrence pour le bon fonctionnement des marchés, pour que l'entreprise puisse se développer. Je rappellerai récemment la lettre du président de la fédération du BTP sur les marchés publics, qui parlait justement de ces cas de corruption dans les cas d'appel d'offres des marchés publics. Et ça, c'est vraiment problématique, justement, quand on veut une libre concurrence et favoriser l'entreprise. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Youssef Guerraoui Filali. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes secrétaire général du Centre marocain de la gouvernance et du management. Amine Diouri également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez InfoRisque. On continue de parler avec vous du rapport de l'OCDE. Premier volume d'un rapport sur le bilan de santé de l'économie nationale, qui montre la volatilité du taux de croissance de l'économie marocaine. L'OCDE qui estime également, on le disait tout à l'heure, que le Maroc doit se concentré sur ses compétences. C'est un point que je voudrais aborder avec vous, Youssef Guerraoui Filali, puisque maintenant on a passé pratiquement en revue les 3/4 des décrets de la régionalisation. On parle beaucoup de gouvernance sur le dossier du RIF après ces 8 mois de contestation. Il y a un petit coup d'accélérateur supplémentaire qui a été passé sur ce volume-là. Est-ce que on peut être enfin optimiste ?
Alors, une précision, donc par rapport au profil économique régional, il faut savoir que la richesse nationale, elle est tirée par 4 régions pilotes. Ça représente 62% par rapport au PIB. Donc, il y a la région de Rabat, la région de Casablanca, la région de Marrakech, la région de Tanger. Moi, je pense que déjà, il y a un problème qui est lié à la péréquation, donc un rééquilibrage des ressources, donc une réaffectation carrément des ressources pour que ça couvre les 12 régions du royaume. Et ça doit passer par un processus de déconcentration et de décentralisation. Il faut qu'il y ait de l'accélération par rapport au projet de régionalisation avancée. Ça, c'est un point qui est important. Donc, un autre point pour rejoindre Diouri, par rapport à la croissance. Donc, si on veut satisfaire les 200 000 demandes d'emploi par an, il va falloir faire 8% de croissance. Donc, la croissance au Maroc, comme vous le savez très bien, elle est corrélée carrément à la croissance agricole, à la production agricole, et voilà. Et donc, je pense qu'il faut développer le secteur manufacturier, que ça soit on a vu des contrats programmes, notamment dans l'industrie agroalimentaire, qui ont été signés ces derniers mois. Exactement, mais il y a, par rapport au contrat programme, il faut savoir une chose, il y a 2 volets. Il y a le volet mise en œuvre qui est extrêmement important, mais il y a un autre volet qui est assez important aussi, c'est le volet suivi. Le problème au Maroc, c'est que nous avons plusieurs chantiers, plusieurs réformes, mais il y a un problème au niveau du contrôle, au niveau du suivi. Alors là, justement, on en parle de plus en plus du contrôle, du suivi. On voit même des rappels à l'ordre du roi sur sa politique africaine. On a l'impression que le contrôle, aujourd'hui, c'est pratiquement le mot à la mode, hein, en tout cas un impératif qui s'impose de plus en plus au sein des instances de gouvernance au Maroc. Exactement. Donc c'est le point le plus important. Si on veut faire du pilotage, tout ce qui est chantier, tout ce qui est réforme, il faut passer par des opérations concrètes qui visent l'analyse des réalisations, l'explication des écarts, afin de pouvoir mener des actions correctives, éventuellement pour se rattraper et mener donc les corrections nécessaires. Et puis il y a la réforme de l'administration aussi qui est en cours, dont on attend beaucoup. Amine Diouri, je voudrais qu'on parle avec vous peut-être du classement Doing Business. Oui. Il y a un objectif de la part du gouvernement, c'est atteindre peut-être la place 50. On rappelle qu'on est 62e pour l'instant dans ce classement. La place 50 peut-être d'ici 2 ans. Le climat des affaires s'est largement amélioré tout de même au Maroc, même si ça reste encore très disparate selon les régions. Oui, effectivement, et beaucoup de mesures sont rentrées en vigueur, vont rentrer en vigueur dans les prochains mois. Beaucoup d'incitations fiscales, il y en a beaucoup effectivement. Alors je citerai la réforme de la charte de l'investissement, notamment la création du statut d'exportateur indirect, la création de zones franches dans toutes les régions du Maroc, donc les avantages fiscaux qui sont attribués aux exportateurs indirects qui bénéficient des mêmes avantages que les exportateurs eux-mêmes. Donc ça c'est dans le budget 2017. Exactement. D'autres avantages, donc il y a d'autres réformes qui sont attendues pour justement améliorer ce climat, donc notamment la réforme sur les défaillances d'entreprises, notamment d'un point de vue juridique, ne plus simplement constater la défaillance, c'est-à-dire le redressement ou la liquidation, mais intervenir plus en amont, que des salariés puissent justement signaler une situation difficile de leur entreprise pour justement intervenir très en amont et éviter que l'entreprise, par exemple, entre en défaillance. D'autres lois importantes, notamment tout ce qui est l'élargissement les nantissements offerts aux banques, justement pour favoriser l'accès au financement des entreprises par les entreprises. Donc ça aussi c'est très attendu. Donc beaucoup de chantiers, on attend beaucoup de choses, mais voilà, c'est très positif. Je pense qu'effectivement le climat va fortement s'améliorer. D'autres chantiers, création d'entreprises, l'administration, la dématérialisation. La relation entre les notaires et l'administration, justement pour tout ce qui est accès aux documents liés à l'habitation. Donc vraiment beaucoup de chantiers et forcément ça devrait avoir un impact positif. Youssef Guerraoui Filali. Alors juste un point qui est important, c'est aujourd'hui malheureusement on semble sur une fragilité par rapport à notre économie marocaine. Donc il y a une forte dépendance de la zone euro et comme vous savez donc tout le continent européen il est sur un plan de relance de son économie. Donc cette conjoncture il nous impacte négativement et donc voilà il y a un point qui doit être dit, c'est la réorientation de l'économie marocaine. Certains appellent notamment à peut-être renégocier en ce moment les accords qui sont. Ça commence à se faire parce qu'il y a beaucoup d'accords de libre-échange, mais le problème c'est que la majorité des accords de libre-échange pour le Maroc aujourd'hui sont déficitaires. Et donc ça c'est un point aussi qui va falloir mettre en exergue. Sinon, je pense que l'ouverture. On est en train de discuter là l'écart avec l'Union européenne. Et donc l'ouverture accord de libre-échange complet et approfondi. Exactement, l'ouverture de l'économie marocaine
marocaine vers l'Asie, vers l'Afrique subsaharienne. Et donc voilà, il va falloir conquérir de nouveaux marchés. Donc voilà, pour pouvoir tirer de la bonne croissance. Éventuellement, la partie donc croissance hors agriculture, il va falloir innover, il va falloir développer d'autres secteurs. L'innovation au niveau des services, elle doit passer par une requalification de nos ressources humaines. Alors concrètement parlant, si on veut parler solutions de croissance au Maroc, donc personnellement, je dirais, il faut passer par du développement durable. C'est de l'économie qui est appliquée à l'intérêt général des citoyens. Et donc il y a aussi ce qu'on appelle les projets verts, et c'est quelque chose qui doit intéresser les entreprises marocaines. Et donc l'État marocain déjà a commencé à faire des incentives par rapport à cela. Quand on achète par exemple une voiture électrique, on est exonéré de la taxe sur ce qu'on appelle les vignettes automobiles. Et donc voilà, il va falloir innover par rapport à cela, éventuellement par l'amélioration de l'environnement et pour limiter le réchauffement climatique aux alentours de 2 degrés. On rappelle que le Maroc est rentré dans le marché carbone depuis quelques jours, depuis vendredi dernier. Exactement. Un deuxième point avant de céder la parole, c'est Diori, c'est l'intégration de l'économie informelle. Donc l'intégration de l'économie informelle, un point extrêmement important, et malheureusement c'est un désavantage concurrentiel pour les PME marocaines, parce qu'il y a d'autres, d'autres entités qui opèrent dans le noir et qui concurrencent indirectement les PME déjà en difficulté, parce qu'ils doivent assurer une survie, ils ont des problèmes par rapport au fonds de roulement, sachant que le conseil qu'on peut donner aux PME marocaines, c'est qu'il va falloir penser à diversifier le portefeuille. Il ne faut pas attendre que les commandes publiques, il ne faut pas se baser que sur le carnet de commandes du secteur public, il faut aller vers le secteur privé et vers le secteur semi-public. Un point extrêmement important pour les PME, pour la maîtrise des risques, c'est la diversification des activités. Ils ne peuvent pas se baser que sur une seule activité s'ils veulent assurer leur survie. Monsieur PME chez InfoRisque, justement, Amine Diori. Oui, alors effectivement, les 2 points sont très importants. Je voudrais reprendre ces 2 points. La question déjà des accords de libre-échange. Alors, c'est vrai que la question se pose sur les relations avec l'Union européenne, mais il y a d'autres relations qui sont aussi à revoir. On parlait ensemble des cahiers tunisiens, justement, les problèmes qui se posent avec les cahiers tunisiens au Maroc. Le problème plus général qui se pose, c'est plutôt une question de la compétitivité des entreprises marocaines. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de mesures anti-dumping. Voilà, exactement. Dizaines pratiquement, dans 10 secteurs. On peut protéger le plus qu'on peut l'économie marocaine, mais à un moment donné, quand on est dans des zones de libre-échange, quel que soit le continent avec lesquels on échange, c'est des industries d'un pays qui affrontent des industries d'un autre pays. Et dans cette guerre-là, notre industrie n'est pas encore prête. C'est ça la véritable problématique. Voilà. Ensuite, sur la deuxième question qui était celle de l'informel, je rappellerai quand même que c'est aussi un choix très très politique. Je rappelle une phrase de Monsieur Benkiran d'il y a 3 ans, après le printemps arabe, qui parlait justement de la lutte contre l'informel et qui disait que il ne fallait pas taper trop fort sur ce secteur-là, parce que c'était justement ce qui permettait de conserver un certain calme social, une certaine paix sociale, et que si on frappait trop fort, on risquait d'avoir des révoltes, enfin des tensions sociales qui étaient inutiles. Aujourd'hui, on essaye par des moyens formels d'intégrer l'informel. Clairement, par exemple, la question de la création du statut de l'auto-entrepreneur, par exemple, qui vise à faire rentrer une partie de ce secteur informel dans le formel. Malheureusement, aujourd'hui, on parle quand même de plus de 1,5 million d'unités informelles. Auto-entrepreneur, l'objectif c'est 100 000 d'ici 2020. Donc voilà, il y a un gap entre les objectifs et ce qu'il faudrait faire. Et là, je répéterai encore une fois, c'est vraiment une question de volonté politique. Alors il y a 2 dossiers, je voudrais qu'on en parle pour terminer, qui vont arriver bien sûr sur la table du gouvernement dans les 2 prochaines années. D'abord un qui a fait un peu de bruit ces derniers jours. Pour l'instant, n'a pas encore de date officielle, même si ce projet devait entrer en vigueur déjà l'année dernière. C'est bien sûr la flexibilité du dirham. Il y a aussi le système de compensation. Maintenant, on a une date. On parle de 2019, fin de la compensation pour le gaz butane et pour le sucre. C'est 2 dossiers assez compliqués qui vont avoir des conséquences sur les ménages marocains, Youssef Garaoui Filali. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Donc, si on revient au rapport multidimensionnel de l'OCDE, donc il y a une recommandation très claire qu'il faut passer au régime flottant. Oui. D'accord. Ça c'est clairement dit. Exactement. Donc, et au fait, c'est pas une flotte, c'est beaucoup plus une flexibilité. Donc, c'est une flexibilité qui est maîtrisable avec des interventions de Banque El Maghreb pour l'injection de fonds et pour la maîtrise, je dirais. Et sur un long terme, sur 15 ans. Exactement. Et donc voilà, par rapport à ce point-là, donc l'OCDE, il a constaté une rigidité de l'économie marocaine par cette politique de stabilité des prix et par ce régime de change qui est fixe. Il faut passer au régime flexible beaucoup plus pour une ouverture de l'économie marocaine. On avait
gouverneur de la Banque centrale, Abdelatif Jouari, qui était plutôt satisfait de ces Non, mais de ces je pense qu'il faut aller vers la flexibilité, mais il faut mettre des verrous. Il faut qu'il y ait des mécanismes de maîtrise de cette flexibilité pour éviter donc toute surprise. Sur la compensation, donc on a une date maintenant, 2019, pas avant 2019 en tout cas pour la fin de la compensation pour le gaz butane et le sucre. Selon les informations dont je dispose, donc le gouvernement, il ne s'est pas prononcé ouvertement sur la date de décompensation de tout ce qui est gaz, gaz butane. Donc on le sait par rapport à tout ce qui est produits pétroliers. Donc la décompensation, ça a baissé donc le budget consacré à cela de 50 à 15 milliards de dirhams. Parmi les hypothèses d'élaboration de la loi de finances, donc carrément, donc cette hypothèse elle est tombée à l'eau, c'est-à-dire que voilà, l'État il s'est désengagé de tout ce qui est compensation produits pétroliers. Pour le gaz butane, donc aujourd'hui le gaz butane il est aux alentours de 350 $ la tonne, et la décompensation vraiment ça doit passer par des mécanismes pour ne pas toucher, je dirais, le pouvoir d'achat du citoyen marocain. Bien sûr, on rappelle qu'il y aura une étude, encore des études nombreuses sur le ciblage de la population. Effectivement. Amine Diori, pour conclure sur ce sujet, sur ce rapport de l'OCDE. Oui, alors effectivement beaucoup de mesures. Donc on a parlé effectivement du taux de change à l'instant. Le taux de change, il faut rappeler qu'il y a quand même d'autres problématiques qui sont à côté, notamment, j'ai parlé de la compétitivité, mais voilà, la variation du taux de change ne réglera pas les problèmes existentiels de notre économie. Ces rapports, je dirais pour conclure que ce rapport pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements, mais très peu de réponses au final. On connaît ces problématiques, elles ont déjà été énoncées dans plein de rapports. Le gouvernement, à juste raison, répond que ok, on connaît ces problèmes, mais maintenant quelles sont les solutions que vous me proposez? Et c'est ça le vrai cœur du problème, c'est qu'on a, voilà, le gouvernement fait avec sa propre réflexion, mais il n'y a pas de solution réellement adaptée proposée par ces rapports. Au niveau des compétences, on a vu quand même un blocage de la part du gouvernement sur les recommandations de la part de la Banque mondiale. C'est lors du dernier rapport il y a 2 mois et demi. Youssef Garoui Filali. Tout à fait. Alors, juste une précision. Donc, elle est extrêmement importante par rapport au rapport de l'OCDE. Donc, la première partie, c'est beaucoup plus un bilan, un état des lieux, mais il va falloir suivre de près la deuxième partie parce que voilà, c'est les recommandations, c'est des recommandations concrètes. La troisième partie, beaucoup plus importante que la deuxième, parce que c'est les mécanismes de mise en œuvre de ces recommandations. Donc voilà, donc c'est là on aura une feuille de route. Effectivement, donc on est sur une démarche d'analyse et il va falloir suivre de près ce qui va se passer par la suite. Allez, 9h48, dans un instant on parle GAFA, vont-ils devenir vos banques Facebook, Google, Amazon et Apple, mais avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. On commence avec vous, Amine Diori, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Alors un coup de cœur, je parlais récemment des avantages fiscaux qui étaient attribués aux sociétés qui s'introduisaient en bourse. Autre nouveauté et qui faisait partie de la loi de finances, c'est la neutralité fiscale en matière de restructuration de groupes. Pour la première fois, on aborde réellement la question des groupes au Maroc, donc c'est une très bonne chose. Et cette loi, enfin ce dispositif permet justement à une société mère de transférer des biens d'investissement vers des filiales. Donc on parle de terrain, de construction, d'installation. Donc ça permet de consolider les groupes existants au Maroc, donc d'avoir quand même une structure qui soit consolidée. Donc c'est une bonne chose pour notre économie. Et Youssef Garoui Filali, coup de gueule, coup de cœur aujourd'hui? Le développement durable, la préservation de l'environnement. Nous voulons des espaces non fumeurs, des véhicules à émissions de carbone très faibles, pourquoi pas des véhicules écologiques. Et donc, on a vu en France notamment Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, qui a annoncé la fin du développement de voitures diesel et essence d'ici 2040. Pourquoi pas imiter cela au Maroc? Un rêve marocain, donc je l'espère vraiment, surtout au niveau des grandes villes, pour imiter le réchauffement climatique. Et dans ce sens, donc on a eu l'idée au niveau du centre CMGM de faire un livre qui s'articulera autour du développement durable et qui proposera des solutions concrètes pour la limitation du réchauffement climatique au Maroc. Livre qui sortira quand? Prochaine rentrée universitaire. Très bien, donc peut-être septembre 2017. Tout à fait, exactement. 9h50 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Toujours avec Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, Youssef Garoui Filali, secrétaire général du Centre marocain de gouvernance et de management. Et si les GAFA devenaient vos banques prochainement, Google, Apple, Facebook, Amazon, en tout cas ça a déjà commencé aux États-Unis. On voit Amazon, géant du e-commerce, qui propose des crédits aux petites et moyennes entreprises. 3 milliards de dollars de prêts déjà accordés, 1 milliard rien qu'en 2016. Que se passe-t-il exactement de l'autre côté de l'Atlantique, Amine Diori?
Écoutez, c'est une suite logique de la transformation de notre économie, de la digitalisation de notre économie. Les GAFA interviennent sur d'autres secteurs qui sont les leurs traditionnellement. Puis c'est peut-être une très bonne chose. Alors on va parler certainement des conséquences pour le consommateur final. Je pense que c'est très bénéfique parce que les prêts qui sont accordés à ces entreprises, déjà elles ne l'ont pas trouvé auprès de leur banque, première chose, et deuxième chose, les prêts qui leur sont accordés sont à des taux plus faibles que ce que la banque aurait proposé. Donc pour l'instant c'est plutôt complémentaire. Et c'est bien sûr un bon jeu de concurrence qui est accordé. Exactement. Qui est fait, pardon. Maintenant, après, ce qui peut être néfaste, c'est pour l'industrie bancaire. Et c'est là que la question se pose. Je citerai une phrase que j'ai lue qui disait que le banquier, par définition, est très conservateur et qu'il est très peu disruptif dans la façon d'envisager sa stratégie. Donc, il a intérêt à être très imaginatif pour justement contrer ces nouvelles concurrences. Il n'y a pas simplement les GAFA. Aujourd'hui, il y a les télécoms. Demain, il y a aussi les services de transfert de fonds. Enfin bref, beaucoup de nouveaux secteurs qui vont rentrer justement sur cette partie sur le domaine des banques, et ça peut changer beaucoup de choses. Alors, une précision sur Amazon, c'est un programme qui a été lancé en 2011 qui s'appelle Amazon Lending. 20 000 PME ont eu des crédits depuis 2011, 3 milliards de dollars, 1 milliard donc rien qu'en 2016. Et l'objectif pour Amazon, c'est de détecter des PME qui sont prometteuses, demandeuses de crédit à terme grâce à l'algorithme notamment, et service doit être étendu en France très prochainement, au Canada et en Chine. Ça veut dire que ça commence à se globaliser, alors qu'en France on commence à peine, ça sera en septembre prochain, à rendre la banque accessible au bout du doigt avec le smartphone, avec les opérateurs télécoms classiques. Orange, qui est notamment présent dans plusieurs pays africains, ici au Maroc, peut-être l'année prochaine ou 2019 pour les opérateurs télécoms qui voudraient se transformer en banque. On est en pleine transformation du monde bancaire, Youssef Garoui Filali. Alors, juste une précision. Les GAFA, aujourd'hui, ils détiennent une force concurrentielle incroyable. Il y a une maîtrise au niveau des données. On parle même de colonisation numérique. C'est un avantage concurrentiel extrêmement important par rapport à toutes les banques internationales. Donc en Europe, on sent déjà le danger. On est en train de réfléchir à monter une structure, une entité juridique carrément européenne qui va faire de l'accompagnement de cette transformation digitale pour la maîtrise de l'économie numérique. Donc on sent déjà le danger et on ne veut plus de mastodontes américains. D'ailleurs, il y a toute une pression fiscale sur les GAFA. La dernière information, c'est que Google, elle vient de gagner une affaire, donc 1 milliard d'euros, donc contre Bercy, contre le fisc français. Ouais. Certainement que Bercy va faire appel. Ça fait grincer les dents ce matin en France. Exactement. Donc c'est toute une pression fiscale, je dirais, qui est conjuguée par du redressement. Et ça vous inquiète donc vous cette mainmise future peut-être des banques, des GAFA sur les banques, sur les crédits? On n'a pas à s'inquiéter pour les GAFA, je vous rassure. Donc non, pour les consommateurs, pour les pays européens, pour leur souveraineté peut-être, pour les banques aussi. Peut-être, sachant que l'économie marocaine, je dirais, en interaction continue avec les pays de l'Europe. Mais il y a une précision très importante, c'est que pour voir le poids des GAFA aujourd'hui, si on essaie d'observer le nombre d'utilisateurs sur Amazon, il dépasse les 200 millions. Sur le réseau professionnel LinkedIn, il dépasse les 200 millions. Les Gmail sur le Google, ça dépasse les 500 millions d'utilisateurs. Toutes les familles marocaines, familles marocaines, même des gens qui sont plus âgés de 70 ans et de 80 ans, même ils ont des Facebook. On voit ça, nos grands-mères, etc. Grand-père aussi. Donc voilà. Et donc c'est toute une transformation digitale. Mais quand même, je pense que pour le Maroc, il y a des barrières à l'entrée. Donc ce n'est pas facile d'intégrer le secteur bancaire. Il y a toute une réglementation en vigueur. Il y a la Banque centrale qui est là pour faire de la politique monétaire qui garde le fou. On a un peu levé la barrière là depuis quelques mois. Ouais, puisqu'on autorise notamment les banques, les opérateurs télécoms prochainement de devenir des banques. Alors la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est que les GAFA, ils peuvent être un partenaire stratégique pour les banques. C'est de l'accompagnement pour la gestion des informations clients et pour une meilleure connaissance du comportement client. Une dernière petite précision, c'est que Amazon, elle développe les offres de crédit, mais le Facebook Messenger, il est allé beaucoup plus loin. Il y a des transactions monétaires qui se font entre particuliers, éventuellement avec les entreprises, et on favorise des opérations achat-vente par Internet. Et là, il y a Western Union qui commence notamment à... Exactement, sans passer par une agence bancaire. Voilà. Amin Diori, responsable PME chez InfoRisk. Oui,
effectivement beaucoup de transformations. Ça nous concerne tous, aussi bien les États-Unis, la France, le Maroc est évidemment concerné. La loi bancaire a changé en 2014, vous avez bien fait de le rappeler, ce qui fait que les banques n'ont plus le monopole en matière de collecte d'argent. Bientôt, vous pourrez déposer de l'argent auprès de votre opérateur télécom. Alors, selon les montants qui seront déposés, vous pourrez même les déposer chez des petits établissements au coin de la rue, sans passer par votre banquier, par des épiciers peut-être un jour, ça arrivera. Donc la transformation, elle est là. Ce qui fait la force aujourd'hui des GAFA et d'Amazon en particulier, c'est effectivement ce que Youssef disait, les données. Au début, Amazon n'avait pas l'intention de se lancer tout seul dans ce métier-là. Elle comptait le faire en partenariat avec une banque. La banque n'a pas suivi. Aujourd'hui, ce qui fait sa force, le métier de banquier, c'est quoi? C'est de prêter de l'argent et de récupérer son argent. Aujourd'hui, le taux de défaut chez Amazon, d'après les statistiques qui sont sorties, est très faible, justement parce qu'ils ont cette maîtrise au niveau de l'analyse des données. Ça n'est qu'Amazon. Et ce n'est parce que Facebook et Google vous connaissent encore mieux qu'Amazon. Exactement. Donc on voit très bien quel est le potentiel de développement stratégique de ces entreprises. On va aller vers la fin des banques sur un moyen long terme. Bon, fin des banques, disons une transformation, même si elles sont très conservatrices, elles sont obligées. Une adaptation, oui. Tout à fait. On voit qu'aujourd'hui le minimum qu'elles sont en train de faire, c'est-à-dire de se digitaliser tous. On voit que toutes les banques marocaines, d'Attijari en passant par CIH, etc. Elles ont toutes leurs stratégies numériques, digitales, etc. Elles sont toutes dans leurs banques, les banques à distance, banques sur Internet, etc. C'est le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui. Youssef Garoui Filali, pour conclure. Pour conclure, nous sommes tous présents sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. On connaît la force des GAFA et donc toutes les banques de la place, que ce soit au Maroc ou à l'international, doivent absolument coopérer avec ces GAFA, sachant que les GAFA, ils créent de la richesse. Donc, ils ont un potentiel de croissance qui est très important. Ils détiennent de l'information et donc la collaboration et la coopération avec les GAFA, il est indispensable pour la réussite de cette transformation digitale. Il leur faudra peut-être passer à la caisse encore et payer davantage d'impôts, notamment au Maroc. On n'a toujours pas d'informations sur à quoi a servi le blocage des appels VoIP pendant 10 mois en 2016. Merci beaucoup. Je vous en prie. Youssef Garoui Filali, secrétaire général du Centre marocain de la gouvernance et du management. Amine Youri, responsable PME chez InfoRisque. Vous restez avec nous sur Atlantique Radio. Dans quelques instants, les experts Atlantique avec Fessat Laoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à tous.